deux épistémologues contemporains qui vont s'inscrire dans la lignée d'Emmanuel Kant, même s'ils ne vont pas opérer à la manière de Kant une révolution copernicienne, ils vont néanmoins alimenter et dépasser le point de vue kantien. Karl Popper est né en 1902 et il décède en 1974. Gaston Bachelard est né en 1884 et il décède en 1962. Ils sont contemporains, et notamment du point de vue des travaux qu'ils ont menés, puisque tous deux ont œuvré principalement dans la période de l'entre-deux-guerres, donc dans les années 20-30, et ils se connaissaient bien sûr, ils connaissaient mutuellement leurs travaux. Alors, je vais commencer d'abord par Popper, et puis dans un deuxième temps, j'aborderai Gaston Bachelard. Je vais néanmoins quand même d'abord les présenter de manière générale pour montrer leur commune démarche. Tous deux d'abord, je vous l'ai dit, s'inscrivent dans la lignée d'Emmanuel Kant. Ils refusent, comme le philosophe Emmanuel Kant, ils refusent d'affirmer que la vérité de la pensée repose sur une représentation immédiate du réel, et fidèle, hein, souvenez-vous, représenté, présenté de nouveau dans la fidélité de la chose en soi. Ils sont, de ce point de vue, kantiens. Ils considèrent que, comme Kant, que la vérité scientifique ne se réduit pas simplement à un problème de cohérence logique. Ils considèrent que la science doit se soumettre également à l'épreuve de l'expérience. Ils ne renoncent pas, comme Emmanuel Kant, au problème de l'adéquation de la pensée au réel. Ils ne sont pas, de ce point de vue, des sceptiques radicaux. Souvenez-vous que le scepticisme radical considère que la connaissance n'est pas possible parce que, précisément, on ne peut pas poser la question de l'adéquation de la science au réel. Ce n'est pas le point de vue de Gaston et Bachelard. De ce point de vue, ils sont profondément kantiens. Ils vont néanmoins s'écarter de Kant sur un point précis. Ils ne vont pas reprendre l'idée d'un sujet transcendantal qui obéirait à des catégories impersonnelles de l'entendement. Ils se démarquent de Kant. Souvenez-vous que Kant considère que le garant de la scientificité, c'est le sujet transcendantal, par sa capacité, justement, d'émettre des catégories impersonnelles de l'entendement. Et ils vont considérer justement que, à l'encontre pour le coup de Kant, qu'il y a nécessité de soumettre les hypothèses scientifiques à la cité scientifique, c'est-à-dire à la communauté des scientifiques, évidemment, de leur temps. Pour le dire plus simplement, souvenez-vous, Kant avait eu tendance à considérer que le modèle newtonien était un modèle parachevé de la démarche scientifique. Ils avaient congédié l'avenir, en quelque sorte, congédié l'histoire. Or, précisément, la démarche commune de Popper et de Bachelard va être d'historiciser le problème de l'objectivité des connaissances. C'est là où il dépasse Kant, il dépasse ce point de vue d'un sujet transcendantal qui raisonne uniquement sur des catégories impersonnelles. Il ne cesse pas pour autant, de la même manière d'ailleurs que Kant, sans rejeter pour autant la métaphysique, il ne cesse de démarquer la science de la métaphysique. Ils vont s'attacher à montrer que si la démarche métaphysique est inhérente à l'acte de connaître, il n'empêche qu'on ne saurait confondre l'acte de connaissance avec le seul point de vue métaphysique. De ce point de vue, ils s'inscrivent, là encore, dans le prolongement d'Emmanuel Kant. Mais ils vont soumettre cette façon de démarquer la science de la métaphysique au verdict révocable d'une communauté scientifique qui aura la charge d'évaluer la valeur comparative d'hypothèses concurrentes. Là, encore une fois, on situe le dépassement du point de vue kantien, puisqu'il ne s'agit pas de s'en tenir simplement au sujet transcendantal, il s'agit de soumettre des hypothèses concurrentes à la communauté scientifique, à laquelle il revient précisément de se prononcer sur
la validité ou sur la pertinence de ces hypothèses concurrentes, et de trancher, évidemment, parmi ces hypothèses concurrentes. Pour le dire autrement encore, on peut dire que Popper et Bachelard remplacent la problématique normative du sujet transcendantal tel que Kant l'avait posé par la problématique tout aussi normative des communautés scientifiques. Car il ne s'agit pas simplement aux communautés scientifiques de prendre connaissance d'hypothèses concurrentes, je le répète, il s'agit de trancher, d'émettre un verdict sur ces hypothèses, donc de dire la norme, c'est-à-dire de se prononcer sur une vérité scientifique, une vérité relative sans doute, une vérité provisoire, mais une vérité néanmoins. C'est pour cela qu'il n'y a pas chez Popper et chez Bachelard une abdication de la position normative du scientifique. Il s'agit bien de rester toujours à une conception normative de la science, mais d'une conception normative qui est historicisée et qui est, et Emmanuel Kant, mais aussi de le dépasser en historicisant le problème de la connaissance. Nous allons commencer par Popper, qui va s'attacher d'abord à mener une critique du néopositivisme. On ne peut pas comprendre l'œuvre de Popper, en effet, si on ne le rattache pas à son opposition ferme à l'égard du positivisme logique ou du néopositivisme défendu par le cercle de Vienne. Je vous donne quelques éléments du contexte de ce cercle de Vienne pour bien comprendre quel est l'enjeu de la discussion que va mener Popper, de la critique même que va mener Popper, à l'encontre des scientifiques du cercle de Vienne. Le cercle de Vienne est un regroupement de savants et de philosophes qui se sont formés à Vienne, d'où le nom bien sûr de cercle de Vienne, qui se sont formés à Vienne à partir de 1923 autour d'un physicien, Schlick, qui va s'attacher à développer une nouvelle philosophie de la science, en convoquant un esprit de rigueur et en voulant exclure de toute considération scientifique la métaphysique. Le projet du cercle de Vienne est fondamentalement celui-là, viser une rigueur scientifique sans précédent, en excluant de toute considération scientifique la métaphysique. Les thèmes directeurs du groupe ont été élaborés en collaboration avec une autre association fondée à Berlin, et c'est la rencontre entre cette activité du cercle de Vienne et cette association de Berlin qui va donner naissance à ce qu'on va appeler le néopositivisme ou encore le positivisme logique. J'utiliserai l'un ou l'autre terme, mais ils sont absolument équivalents. Néopositivisme ou positivisme, donc qui rassemble à la fois le cercle de Vienne et les travaux de cette association de Berlin et qui vont élaborer tout un travail de refondation d'une philosophie de la science. Les travaux vont être écourtés, vous comprenez bien pourquoi, puisque la guerre éclate. Nombre d'ailleurs d'intellectuels du cercle de Vienne et de l'association de Berlin sont juifs. Ils émigrent bien sûr, et ils vont se retrouver après la Seconde Guerre mondiale, et ils vont se recomposer essentiellement autour d'écoles en Angleterre et aux États-Unis. Il faut bien voir que ce cercle de Vienne, enfin ce courant néopositivisme, va avoir un très fort impact sur la philosophie de la connaissance, la philosophie de la science. Et il ne faut pas croire que finalement que la théorie classique qu'avait dénoncée Kant s'est arrêtée à Kant. Elle renaît précisément à travers ce mouvement néopositiviste et elle va même se renforcer. Ce courant empiriste de la connaissance va se renforcer à la faveur justement de ce courant néopositiviste. Alors, quel est le paradigme, quel est le paradigme essentiel de ce courant néopositiviste? Eh bien, c'est d'abord, je l'ai dit dans ma présentation succincte du cercle de Vienne, c'est de s'opposer à la métaphysique, qu'ils veulent éliminer totalement du champ de la cognition. Et alors, vous allez me dire que
sans doute que le propos n'est pas nouveau. C'était déjà la tentation, souvenez-vous, la tentative des empiristes. Mais les néopositivistes vont s'attacher à exclure la métaphysique du champ de la cognition avec une force inégalée. Ils vont considérer que la métaphysique n'a tout simplement pas de sens. Elle n'a pas de sens, et c'est la raison pour laquelle il convient de l'éliminer du champ de la connaissance. Elle n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'elle ne signifie rien, ou plus exactement, elle n'est ni vraie ni fausse, de sorte précisément qu'on ne peut rien en dire, on ne peut pas trancher. C'est dans ce sens-là qu'ils disent qu'elle n'a pas de sens, puisqu'on ne peut pas décider si un énoncé métaphysique est vrai ou faux. De fait, un énoncé scientifique n'est pas nécessairement vrai, puisqu'il n'est vrai qu'à la condition qu'on soit en mesure de s'assurer de sa véracité à partir de procédures de vérification empirique. Du reste, c'était la position de Kant. Mais vous allez voir que la position des néopositivistes est beaucoup plus radicale, puisqu'ils considèrent qu'il ne s'agit pas de tempérer la métaphysique, mais bien de l'exclure du champ de la cognition. Alors, prenons l'exemple, pour comprendre de quoi il s'agit. Prenons un exemple. On peut dire, par exemple, que l'énoncé suivant, cette boule de métal est chargée d'électricité. Je peux énoncer cette proposition. Cette boule de métal est chargée d'électricité. Je peux considérer que cet énoncé n'est pas nécessairement vrai. Il ne peut l'être qu'à la condition que je sois en mesure de formuler des énoncés particuliers décrivant des observations, le rendant faux ou vrai. Par exemple, à l'appui de cette première assertion, cette boule de métal est chargée d'électricité, je peux énoncer cette formule en considérant, par exemple, que si je touche la boule, je vais recevoir une décharge électrique. C'est un énoncé particulier que je peux facilement vérifier, et effectivement, si je pose mon doigt sur cette boule de métal, si je ne reçois pas de décharge électrique, j'invalide la première assertion. Si par contre je reçois une décharge électrique, cela va en faveur, bien sûr, de l'hypothèse ou de l'assertion que j'ai formulée. Par contre, maintenant, si je prends un autre énoncé, comme celui-ci, cette boule de métal est chargée d'amour. Eh bien, précisément, nous disent les néopositivistes, il n'existe rien d'observable permettant de rendre pareil énoncé vrai ou faux. Je ne suis pas en mesure de formuler un énoncé particulier s'attachant à vérifier si la boule est chargée d'amour ou pas. C'est dans ce sens-là que les néopositivistes considèrent qu'il s'agit là d'un pseudo-énoncé et qui se situe en dehors de la connaissance. Il n'a aucune valeur cognitive pour les positivistes, puisqu'il n'a pas de sens. Je ne peux pas trancher à la lumière d'énoncés plus particuliers, trancher sur la véracité ou non de cette formulation. Il n'a pas de sens, il n'a pas de valeur cognitive, bien qu'il puisse posséder, bien sûr, une valeur poétique, esthétique ou émotionnelle. Précisément, les néopositivistes considèrent qu'un énoncé n'est vrai qu'à condition de reposer sur un langage qui manifeste adéquatement le contact sensible d'un individu aux choses. Il s'agit bien de pouvoir parvenir à des énoncés particuliers qui manifestent une relation immédiate au contact sensible. Pensez à l'énoncé particulier, si je pose mon doigt sur la boule de métal et si je ressens une décharge électrique, c'est que j'ai les moyens de me prononcer sur la véracité ou non de l'hypothèse ou de l'assertion que j'avais formulée initialement. Les néopositivistes demandent donc que le scientifique fonde ses énoncés sur sa propre expérience sensible du monde, ou en tout cas sur une observation visible par tous. Ils pensent finalement qu'il est possible de fonder les sciences sur un langage de base qui serait un reflet de l'expérience ou de l'observable.
Ça vous rappelle bien sûr quelque chose. On rejoint bien sûr ici les analyses des empiristes. On croit retrouver pratiquement à la lettre les propos d'un John Locke. Ils vont même jusqu'à considérer que tous les concepts scientifiques peuvent être réduits à des concepts radicaux, renvoyant immédiatement aux données, au contenu de l'expérience immédiate, à la manière, je vous l'ai dit, de cette expérience, de cet énoncé particulier, considérant que je peux toucher la boule de métal pour m'assurer qu'elle est chargée ou non d'électricité. Il considère que tous les énoncés scientifiques peuvent être réduits à des concepts radicaux. Cela rappelle, évidemment, étrangement, la notion d'idée claire et distincte d'un John Locke, dans la mesure où on peut réduire au maximum la complexité des énoncés à des énoncés simples qui sont immédiatement le reflet du réel. Et il considère que c'est grâce à ces concepts radicaux qu'il est possible alors de concevoir, à la manière d'un arbre généalogique, un ensemble de concepts où on va pouvoir faire dériver précisément des concepts sur d'autres, dans la mesure où ils sont bien rattachés à ce socle inébranlable de ces concepts radicaux. On voit que les néopositivistes reprennent ici le vieux problème de l'adéquation des connaissances humaines au réel, toujours d'un point de vue normatif, est vrai que ce qui peut être fondé par l'observation et l'observation ou l'expérience immédiate au réel, au contact du sensible. Il s'agit bien aussi de s'assurer, à la manière des empiristes de l'époque classique, de s'assurer de la certitude des connaissances sur la possibilité de fonder un langage observationnel ou factuel. Autrement dit, un langage qui reflète fidèlement, qui représente la chose. C'est évidemment, tout cela vous rappelle très certainement les développements que j'avais évoqués s'agissant des empiristes. On retrouve exactement la même trame, la même idée centrale de la croyance selon laquelle on peut formuler une science représentative du monde. Finalement, il caresse même le rêve d'un Guillaume d'Occam, qui était un philosophe nominaliste du XIVe siècle, c'est bien cela, qui pensait qu'il fallait limiter les énoncés scientifiques à la seule condition que la nécessité l'impose, c'est-à-dire à la seule condition que ces énoncés soient conformes, encore une fois, à la chose à dire ou à expliquer. Il considère, ces néopositivistes, qu'ils possèdent un instrument de travail si performant, un instrument de travail qui repose principalement sur la modélisation mathématique, qu'il permettra à tout esprit scientifique de restreindre au strict minimum, indispensable précisément, les entités à postuler dans la quête d'une vérité du monde à expliquer. Il caresse encore une fois non seulement le projet d'un John Locke, des empiristes de l'époque classique, mais aussi de ce philosophe nominaliste de Guillaume d'Occam qui pensait qu'on allait pouvoir aboutir à une connaissance parfaite et totale. Ils affirment, pour le dire d'une autre manière, ils affirment que seul le langage formel et le langage, en définitive, purement observationnel, sont dignes de figurer dans le domaine de la connaissance scientifique. Il n'y a que le langage factuel et le langage observationnel qui ont droit de citer dans la démarche scientifique, selon les néopositivistes. C'est de cette manière qu'ils démarquent la science de la métaphysique. Ils la démarquent, non seulement ils la démarquent, mais ils excluent totalement la métaphysique de ce langage, justement, observationnel ou factuel. Ils proscrivent
la spéculation métaphysique dans une radicalité inégalée. C'était déjà le point de vue des empiristes, il faut bien le dire, mais les empiristes n'étaient pas insensibles à l'idée d'un sujet transcendantal qui, même s'il devait s'appuyer sur une réalité empirique, était nécessairement enclin à la spéculation. Souvenez-vous, c'était le point commun des empiristes et des idéalistes de considérer que c'est bien le sujet transcendantal qui opère l'acte de connaissance. Les néopositivistes vont aller plus loin. Ils vont considérer que la métaphysique doit être totalement expulsée du domaine de la découverte scientifique. Contrairement au passage à Kant, qui lui donnait une place aux idées métaphysiques, comme fonction régulatrice d'ailleurs des idées. Il considérait même que la métaphysique avait un certain sens heuristique, qu'il pouvait aider à la découverte. Or, il est clair que les néopositivistes n'accordent aucune valeur cognitive et, de ce fait, l'excluent radicalement du champ de la connaissance. Il faut noter que cette expulsion radicale de la métaphysique du champ de la connaissance ne se fait pas comme le passé, au nom de la nature de ce qu'on ne peut pas connaître, mais au nom de l'impossibilité de ce que l'on peut dire de la chose. Je m'explique. Les philosophes classiques considéraient que échappaient au champ de la connaissance scientifique des réalités métaphysiques, mais par nature. Par exemple, Dieu. Qu'est-ce que Dieu par sa nature même, ne relève pas d'une connaissance scientifique. C'est la nature même de Dieu qui expulsait nécessairement le champ de la connaissance scientifique. Mais il ne s'agit pas de cela chez les néopositivistes. Ce n'est pas la nature de la chose qui amène à réfuter la métaphysique, c'est l'impossibilité d'en dire quelque chose. Souvenez-vous de l'image de cette boule est chargée d'amour. Ce n'est pas la nature même de l'objet qui fait problème, c'est le fait qu'on ne puisse rien en dire. Conformément à cette position, seul a un sens pour les néopositivistes un langage qui repose en définitive sur une base phénoménaliste ou physicaliste, c'est-à-dire un langage de base qui permette de référer à un phénomène observable ou à une expérience immédiatement appréhendable. Il s'agit finalement de promouvoir un langage observationnel pur, libre de toute théorie qui le rendrait hypothétique. Et ce n'est qu'à cette condition que le langage peut se prévaloir d'une scientificité. On retrouve, encore une fois, la position, mais encore plus marquée qu'elle n'était chez les empiristes, on retrouve la position de la philosophie classique, fonder la connaissance sur la certitude d'une représentation de la chose, d'une présentation de la chose en elle-même. C'est en fonction de ces positions développées par les néopositivistes que Popper va développer à son tour son argumentation. Il va fonder d'abord une première critique, vous allez voir, radicale à l'égard de la position des néopositivistes. Popper va opposer aux critères de démarcation entre science et métaphysique, conduisant à l'expulsion de la métaphysique, il va opposer un autre critère de démarcation tout à fait original pour l'époque, un critère alternatif, qui n'ôte pas à la métaphysique son statut cognitif. Il va proposer le critère de falsifiabilité. J'y viendrai
un peu plus tard. Mais retenez bien que la première critique de Kant, c'est de considérer que on ne peut pas, à l'instar de ce que font les néopositivistes, invalider totalement la métaphysique du champ de la cognition, et il propose, pour éviter cette invalidation, un autre critère de démarcation entre la connaissance et la métaphysique. Il propose le critère de falsifiabilité. Je le développerai tout à l'heure. Il insiste d'abord, dans sa première critique, sur l'existence de véritables problèmes philosophiques dans le domaine de la connaissance scientifique. Il montre que même bien souvent, c'est à l'aide du recours à des problèmes philosophiques, à une certaine métaphysique, qu'ont pu émerger un certain nombre d'intuitions, un certain nombre d'hypothèses qui se sont avérées fructueuses dans la démarche même de connaissance scientifique. Il refuse de renvoyer ces problèmes philosophiques ou ces problèmes métaphysiques à un abus de mots, comme le fait par exemple le faisaient un certain nombre d'empiristes ou de sceptiques radicaux, souvenez-vous de Berkeley, ou encore qu'une maladie du langage à la manière dont le fait Wittgenstein. Eh bien, pour Popper, il s'agit de prendre acte du fait qu'une certaine dose de métaphysique, finalement, irrigue en permanence la connaissance scientifique. L'argument majeur qu'il va asséner contre les néopositivistes, c'est que toutes les théories physiques, déclare Popper, il s'intéresse surtout à la physique, toutes les théories physiques disent toujours beaucoup plus que ce que l'on peut tester. Ça, c'est fondamental comme argumentation chez Popper. Il ne croit pas précisément à la possibilité d'éradiquer toute métaphysique, puisque précisément tout discours, toute production de connaissances déborde ce que l'on peut vérifier expérimentalement. Pour Popper, la position des néopositivistes revient carrément à du suicide. Il considère que les néopositivistes qui désirent anxieusement détruire la métaphysique détruisent en même temps les sciences elles-mêmes, la condition même de possibilité de la science. Autrement dit, ils se suicident, ni plus ni moins, puisqu'ils invalident toute possibilité d'évolution de la démarche scientifique. Deuxième critique qu'émet Popper, non moins radicale que la première. Il refuse de considérer qu'il est possible de fonder un langage factuel qui serait distinct d'un langage théorique. Il ne croit pas, il rejette cette distinction que posent les néopositivistes, il ne croit pas à la possibilité de trancher entre l'existence d'un langage factuel et un langage théorique. Pourquoi ? Parce que pour lui, tout langage est hypothétique. Donc cela revient à dire que, pour Popper, le langage factuel n'existe pas. Un langage qui serait représentatif de la chose en soi n'existe pas. Un langage qui serait assuré, garanti d'une certitude absolue au motif qu'il représenterait fidèlement la chose n'existe pas. On retrouve bien sûr les accents kantiens affirmés avec force ici. Il ne croit pas à la possibilité d'un langage de représenter l'expérience sensible du monde physique, ou les objets physiques de l'univers en tant que tels. Il ne croit pas qu'il existe un langage qui peut être un miroir, soit phénoménaliste, excusez-moi, sensualiste, si vous préférez, c'est plus facile à dire, soit physicaliste de la réalité. Il n'y croit pas. Popper déclare tout de go qu'un tel langage factuel n'existe pas. Encore une fois, il réactualise finalement la critique kantienne de l'empirisme. Il va le faire, mais en termes plus anthropologiques que philosophiques. Il va montrer qu'il y a une transcendance de tout langage par rapport à l'expérience. Il sera d'ailleurs
suivi en cela par le fondateur de la linguistique structurale, et Ferdinand de Saussure, qui affirmera de la même façon qu'il n'y a pas de langage qui coïncide avec l'expérience ou qui coïncide avec le réel. Popper reprend cette argumentation en considérant que tout langage transcende l'expérience. Il énonce l'impossibilité même de réduire le langage au perçu. Kant avait déjà souligné que le langage a ses propres nécessités qui ne sont irréductibles au domaine de la perception. Mais Popper va plus loin encore en considérant qu'on ne peut pas déduire le langage d'une quelconque perception, qu'il n'est pas possible d'établir un lien mécaniste et un lien déductif de la perception au langage. De ce point de vue, pour Popper, toutes les propositions sont théoriques, au sens, à partir du moment où l'on parle, nécessairement, on théorise le réel. Et on ne le rend pas précisément représentatif. On ne le convoque pas de nouveau dans une sorte d'immédiateté de la perception. Non, toutes les propositions relèvent d'une élaboration conceptuelle, d'une élaboration théorique. Pourquoi ? Parce que précisément, toute proposition ou tout langage comporte du concept général. Quelque chose précisément qu'aucune expérience ne peut vérifier ou fonder au sens empiriste du mot. Cela rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que les énoncés scientifiques en disent toujours beaucoup plus que ce que peut tester l'expérience ou rendre compte l'observation. Aucune analyse extensionnelle, montre d'ailleurs Popper, ne peut résorber le sens d'un concept général. Nous avions déjà vu cela avec Kant. Souvenez-vous que Kant avait dénoncé la prétention des empiristes à vouloir cumuler des observations pour en déduire une loi générale. Souvenez-vous qu'il évoquait que la chute d'une pomme, l'observation de l'attraction des corps célestes ne suffisent pas à eux seuls, on peut multiplier par extension ces observations, ça ne suffit pas à élaborer la loi de gravitation universelle. Eh bien, Popper reprend à son compte cette idée kantienne, mais en la martelant, toute observation n'a de sens qu'à la lumière d'une théorie. Voilà ce qu'affirme fortement Popper à l'encontre des néopositivistes. C'est ce qui explique qu'il, selon lui, on ne peut pas évacuer du champ de la cognition la métaphysique. Entendez, l'au-delà de la physique, c'est-à-dire ce qui échappe à l'observation ou à l'expérience immédiate. On ne peut pas évacuer de la connaissance scientifique la métaphysique parce que précisément toute observation n'a de sens qu'à la lumière d'une théorie. C'est un point sur lequel Bachelard martèlera aussi, insistera énormément. Popper et Bachelard, de ce point de vue, sont extrêmement proches. Ils disent exactement la même chose. C'est une formule qu'on aurait pu d'ailleurs parfaitement attribuer à Bachelard. Pour Popper, y compris le travail expérimental est dominé par la théorie du début jusqu'à la fin. Et vous savez bien qu'en tant qu'étudiant de sociologie, vous êtes amené à vous poser ces questions-là. En considérant qu'il y aurait, vous tombez parfois un peu dans cette facilité, en considérant qu'il y aurait un travail empirique et un travail théorique. Travail théorique d'ailleurs se limitant le plus souvent à une recension de lecture. Mais ce n'est pas cela, la théorie. C'est précisément la formalisation conceptuelle qui est présente, y compris dans le travail de terrain que vous pouvez effectuer lorsque vous allez faire une enquête par observation ou par entretien. C'est ce qu'affirme Bachelard. Le travail expérimental, ou le travail d'enquête, si vous préférez, est dominé par la théorie du début jusqu'à la fin. Et vous le savez bien, vous ne fabriquez pas vos outils d'investigation n'importe comment. Nécessairement, vous êtes obligé de les formaliser conceptuellement en référence à la problématique que vous vous donnez, à l'objet que vous vous donnez, mais aussi au cadre de référence conceptuelle que vous vous êtes donné également. Donc il n'y a pas, contrairement à ce qu'affirme
les néopositivistes. Il n'y a pas un moment qui serait théorique et un moment qui serait purement observationnel ou expérimental. Popper réfute radicalement cette distinction. D'autres d'ailleurs, après Popper, comme Feyerabend, par exemple, vont renforcer cette vision de Popper, selon laquelle il n'y a pas d'observation pure, en tout cas d'observation factuelle, libérée de toute théorie. Et Feyerabend montre d'ailleurs que seul l'oubli d'une théorie peut faire croire que l'on a affaire à une observation purement factuel, ou un langage purement factuel, ou un langage purement observationnel. C'est que tout langage précisément factuel comporte une théorie, et effectivement, si nous sommes dans l'oubli de cette théorie, on peut croire avec une parfaite illusion, une parfaite naïveté, que ce langage serait athéorique, serait non théorique, ce que Feyerabend, dans la lignée de Popper, rejette également. En bref, pour Popper, et ce sera exactement la même position chez Bachelard, nul n'est observateur, et on ne peut voir que si on est entraîné ou formé à voir, et si on dispose précisément d'un savoir, d'un cadre conceptuel qui permette précisément de le faire.